Excellent réveil à tous. Merci d'être avec nous en ce 14 décembre où nous reviendrons essentiellement dans cette édition sur un événement très important. Nous ouvrirons une page d'histoire pour parler des manifestations du 11 décembre 1960. Nous allons parler de cette population qui est sortie dans les rues pour exprimer son refus de cette Algérie présentée par la France et son attachement à ses dirigeants, le FLN, le Front de Libération Nationale, ainsi que le GPRA, donc le gouvernement provisoire d'Algérie, donc qui était vraiment légalement pour la population algérienne le représentant inévitable pour la détermination de l'avenir de notre pays. Donc, cette page importante, nous l'évoquerons par des reportages, mais aussi grâce à la présence parmi nous d'un historien ou chercheur en histoire. Mohamed Rbah viendra nous raconter cette histoire qu'il a vécue lui-même, oui, puisqu'il était témoin de ces manifestations du 11 décembre 1960, un témoin privilégié et précieux pour raconter cette histoire. Ce matin, nous ouvrirons une autre page dans un autre registre avec Siham Kenouch, qui, elle, nous emmènera dans les mythes, les légendes, les contes également, tout ce patrimoine immatériel, immatériel, algérien, populaire, je dirais, qui est ancré dans notre mémoire. Elle nous racontera une très belle légende et vous verrez, ce sera une véritable révélation pour vous. Celle a été pour moi. Je pense que vous direz la même chose après le conte ou plutôt la légende qu'elle nous racontera. Monia Faïd, pour sa part, dans sa rubrique, reviendra sur le parcours exceptionnel, je dirais, oui, de cette autre icône du théâtre et du cinéma algérienne. Et j'ai cité là, donc, Hamid Remmas. Après, donc, ces hommages, ces retours dans l'histoire, nous aurons le plaisir de retrouver les représentantes d'un club destiné à la promotion de l'art au sein des milieux jeunes, les jeunes filles en l'occurrence surtout. C'est une exposition d'artisanat qui se déroule actuellement, organisée par Sinbad, Passion et Aventure, et aussi donc par la Ligue des activités créatives de la jeune fille. Nous aurons le plaisir de recevoir une représentante de cette ligue ce matin pour parler de ce bel événement. Et pour finir, nous parlerons de sport. Comment ne pas revenir sur ce match qui a marqué les esprits, qui a un petit peu tenu en haleine toute l'Algérie cette semaine écoulée. Puis nous parlerons aussi des Jeux méditerranéens avec Mahmoud Bouguermouh, qui est consultant pour Canal Algérie, qui viendra nous en parler tout à l'heure. Merci pour votre attention. Merci de suivre ce programme. J'espère que vous aurez justement de quoi vous intéresser à toutes ces thématiques proposées. Et tout de suite, je vous laisse entre les mains de qui? Eh bien oui, elle a l'habitude d'être là tous les mardis. Il s'agit d'Amel Laribi pour un point météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. J'essaie de créer un petit suspense comme ça. Suspense. Mais je pense qu'il n'y aura pas de suspense pour les plus fidèles. Oui, ils savent bien le mardi. Ils savent bien que vous êtes là les mardis, également les mercredis et les jeudis. Ouais. Avec plaisir. Ah ben, c'est partagé. Voilà. Quel temps fait-il aujourd'hui? Eh ben, Il y a un petit peu de malheureusement, soleil comme le Malgé. Ouais, du soleil partout. Wow, Ah, vous ça, n'êtes pas je- content? oh, du Oh tout, là là, non. la moue qu'elle fait. Ah ouais, moi j'aime bien la pluie. Oui, je le sais. Ça, on l'a bien compris. Ouais. Bon, mais ben, racontez-nous comme ça avec votre grimace le temps qu'il fait Avec aujourd'hui quand enthousiasme. même. Tout cet enthousiasme, ces beaux soleils Ouais, comme ça qui irradient sur toutes les cartes. Bah, la carte parle d'elle-même. Elle je parle pense. d'elle-même, oui. Des ronds illuminés un petit peu partout. Alors, allez, le détail. Allons-y. Je ne vous empêcherai pas davantage. Allez-y. Merci Nadia. Bonjour à tous, c'est bon réveil. Eh bien, on aura du soleil comme il en pleuvait. Donc, du soleil partout, au nord comme au sud. Par contre, on aura de la brume matinale sur les régions intérieures ouest, centre et est. Et attention, formation de gelée durant cette matinée vers les hauts plateaux ainsi que vers les régions intérieures. Donc, soyez très prudents vu la chaussée glissante. La moitié sud également, rien à signaler. Le soleil prédominera et s'en donnera cœur joie, mais il restera peu nuageux par contre vers la wilaya de Tindouf et à noter des soulèvements de sable cette fois-ci vers le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, seront de saison avec toutefois un minimum de 11 degrés du côté d'Al-Beir, 12 Djelfa, 13 Constantine et Batna, 16 degrés Tizi Ouzou, 15 à Tiara,
Tiaret, 17 Alger, 18 Oran et Tlemcen, 15 degrés à Annaba. Au sud, eh bien, on relèvera 14 degrés le minimum du côté de Gardaïa, 15 degrés à Béchar, 16 Biskra, 17 à Janet, 19 Tindouf, 22 degrés à Insalah et le maximum cette fois-ci vers l'extrême sud, Borj Beti Mokhtar Ngzam avec 28 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais plutôt calme sur les côtes est, avec des vents qui varient entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest et centre de secteur est à nord-est et 10 à 20 km/h sur les côtes est et les vents seront variables. On va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique. On aura des pluies saisonnières du côté d'Abidjan, Nairobi, également Antananarivo, plutôt couvert vers le Cap mais peu nuageux, Windhoek, Lusaka, Kinshasa, Bangui. Le mercure affichera 24 degrés à Addis Abeba, 21 le Cap, 34 à Windhoek, 27 en Antananarivo, 33 à Kinshasa, 31 à Abidjan et le maximum cette fois-ci à Abuja et Bangui avec 36 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Amel. Merci infiniment donc, pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis ravie de retrouver le sourire. C'est génial. Pas pour longtemps. Hein. Ah non, 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 on adore votre sourire. Regardez-le. Merci, Radia. Voilà. On va ouvrir tout de suite une page d'histoire. Je vais rester avec nous le temps de ce reportage au moins. Donc tout de suite, nous allons planter le décor pour cette page d'histoire avec un reportage. Nous allons revenir 62 ans en arrière, 11 décembre 1960, où une marée humaine a déferlé, descendu donc depuis les hauteurs d'Alger vers le quartier mythique de Belwisded, aujourd'hui appelé jadis le quartier de Bellecour. Donc pour aller pour rejoindre ce quartier du champ de manœuvre, un quartier français où sévissaient justement les ultra-colonialistes. Donc les Algériens ont exprimé leur voix ce jour-là, je le disais tout à l'heure au début de l'émission. Et parmi les voix qu'on va voir dans ces reportages, celles de témoins qui ont vécu cette période dans ce quartier mythique de Belwisded. Et c'est au cœur justement de Belwisded que Sabrina Khalifi a recueilli tous ces témoignages pour vous. Comme chaque année, les habitants de Bellecour célèbrent l'anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Des manifestations qui se sont déroulées principalement à Belwisded avant de s'étendre à d'autres quartiers d'Alger pour gagner ensuite la plupart des villes et régions du pays. لازم تدوا عليهم يا خو ما تخلوش يروح هكذاك الشيء. عندي بعض النساء بنات بيلكور هنا اللي جوزوا الحبس وما يهضروش عليهم. Cette rencontre est une occasion aux jeunes générations pour découvrir ce qui s'est réellement passé ce jour-là avec les témoignages des gens qui ont vécu le 11 décembre 1960. Le jour, le 11 décembre, à Fontaine-Bleu, pour la placette, là-bas qu'ils étaient blessés. Nous avons fait une grande manifestation de mecs. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait une voiture qui montait. On l'a arrêtée pour donner un pour Algérie musulman, Algérie musulman, دينا نخبطوه راح دار هكذا ولا بدا يتيري et m'a blessé à moi et le plus beau à la placette à l'époque il y avait une fille en entendant les coups de pistolet c'était 7,65 pistolet داروا هكذا داروا باليمه خوه والطبله كانت في الوسط جاتها رصاصه هنا اللي مورت شركو هذه نوبليغي جامي نشوفوا القور في لي بالكون بالمكاحل وقاعدين خلعنا في الدار خرجنا من الدنيا وما يخزروا فينا حبوا يطيروا علينا
تسكيفينا على الطوموبيلات منا جينا لحد بولفارتيال خرجنا لاري لافونتين لحقنا هنا في لاري لافونتين مع قابلتنا العقبه حتى نشوفوا العلامات تاع الجزائر عبرنا في حياتنا مش في العالم تاع كل يموتوا عليهم خويا مات عليه صحابي مات عليه وانا كنت في دا ايه وشفنا العالم ديالنا وننزلوا لحقنا هنايا في البولفار هذا كان سيارات مقطعه هنا ما قدرش نطلعوا جماعه من بعد تلاقينا من جهه اخرى تلاقينا بدنا نعيطوا هنا عيطوا في جيبيرا في فلان ليبيري بنبلا فهمنا وحنا ما واسو تما تاع واسمو يعيطوا واسو مشاكل بالميكرو كامل زادوا شجعونا اناشيد وطنيه ما عرفناش روحنا حنا جامي في حياتنا ما شفناش هذا شفنا غير الحقره في حياتنا شفنا الحمد لله بقينا نعيطوا تحيه الجزائر تحيه الجبهه وتحيه من بعد حتى شفنا هذا الغاشي تاع العقيبه غير البوليسيه اللي تكلمت تما كانوا مرة فوق ديجا رافدنا وهي بالاعلام كسرت البراج هذاك وحطت. Les manifestations du 11 décembre 1960 sont considérées comme un tournant décisif dans l'histoire de la guerre de libération nationale. Des événements ont dévoilé au monde entier la réalité criminelle et l'horreur du colonialisme français. Et pour compléter justement ces témoignages recueillis par Sabrina Khlifi, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Mohamed Derbah, économiste et chercheur en histoire, auteur de 2 ouvrages précieux qui ont justement raconté un pan d'une histoire très proche de celle du 11 décembre, en l'occurrence des chemins et des hommes, mais également Talb Abdelrahman, guillotiné le 24 avril 1958. Donc bienvenue à vous Mohamed Derbah. Bonjour. Merci. On est toujours ravis vraiment de vous recevoir. Aujourd'hui, vous êtes un témoin précieux de ces événements. Vous les avez vécus. Donc, votre témoignage aujourd'hui est doublement précieux. Celui de l'historien et celui du témoin aussi. Oui. Je voudrais, à la suite de ce reportage, insister sur le rôle de la jeunesse lors de ces manifestations. L'énergie juvénile déployée dans ces jours est décisive pour l'Algérie. Il faut dire que les jeunes qui ont manifesté, et c'était la grande majorité, quand on parle du peuple, il faut définir. C'est entier, ce sont des jeunes qui ont grandi dans la guerre. Absolument, pétris par la guerre. Et qui ont mûri. Ils étaient adolescents au début de la guerre, la plupart. Oui, ils étaient adolescents le 1er novembre. C'était des adolescents, des enfants. Et certains étaient enfants lors des manifestations, lors du 8 mai 1945. Et là, c'est aussi la jeunesse qui a joué un très grand rôle. Et puisque le premier martyr lors des manifestations du 8 mai 1945, c'était un jeune scout. Mais là, lui, il était dans les scouts. Mais là, les jeunes n'étaient pas structurés. Et leur conscience politique s'est forgée dans la guerre. Et particulièrement les jeunes issus de la société rurale. Parce qu'il faut dire que les familles, particulièrement celles de Kabylie, ont fui la guerre, les bombardements, les ratissages, et sont venus en ville. En périphérie d'Alger. Périphérie d'Alger et dans les bidonvilles. Les familles qui habitaient recevaient et se serraient les cités de recasement. Donc ils ont connu la misère. Absolument. Et c'est ce qui a fait, qui a forgé leur conscience politique. Ils n'étaient pas structurés dans le FLN. Ils ont surgi de la masse. C'est le peuple qui a parlé, en fait. Le peuple s'est exprimé ce jour-là. Et la répression était présente aussi. La répression, je parlais de ceux qui avaient vécu à Alger. Ils ont connu la répression, la grande répression
de 1957, appelée bataille d'Alger, appelée bataille d'Alger par les Français, mais c'était une grande répression. Les familles ont connu la torture, la peur, parce qu'il faut dire, il y avait 5000 parachutistes. Alger était assiégée, la Casbah était entourée de barbelés. On ne pouvait sortir ou entrer que par une seule sortie, gardée par les parachutistes. Quand vous avez 10 000 soldats, 5 000 parachutistes plus les autres corps, à Alger, qui surveillent la vieille ville, la Casbah, surpeuplée, il faut vivre l'atmosphère de l'époque. Et il y avait Le témoin tout à l'heure racontait l'histoire de cette dame qui était portée par les hommes et donc qui a bravé le danger, qui a forcé ce barrage au niveau de l'Aqeba, il disait. Donc elle a forcé un petit barrage. Parce qu'on parle de l'Aqeba. C'est exigu, l'Aqeba c'est 3 mètres, pas plus de 3 mètres. Oui, il y avait 5000 personnes. Oui. 5000 personnes. 3 mètres de large. De large cette ruelle. Oui. Eh bien, c'est là qu'ont commencé les manifestations. Il faut dire qu'au départ, c'était une réaction contre les exactions, contre l'agression armée d'un commando du front de l'Algérie française qui, dans Bellecour, le commando était formé par des Européens de Bellecour, parce qu'il faut dire que le quartier de Bellecour était européen. Le nord européen et le sud, sur les hauteurs, les musulmans, comme on les appelait à l'époque, qui habitaient dans des logements précaires. Et le vendredi soir, 9 décembre, parce que le front de l'Algérie française avait appelé à manifester contre la politique du général de Gaulle lors de son arrivée en Algérie, le 9 décembre. Et à Bellecour, ils ont voulu forcer les commerçants musulmans à suivre l'ordre de guerre. À faire une grève, oui. Et il y a eu 5 morts. Ils ont tiré le lendemain matin 6 morts. 6 morts, donc ce qui fait par réaction, ce sont des jeunes qui ont réagi contre les Européens. Le jour même, le soir même, oui. Et ils ont manifesté. Bon, il y a eu un peu de casse, mais manifestation politique. En fait, ils se sont surtout regroupés et ils se sont, ils ont fédéré l'effort. Et il y a eu aussi une nuit blanche dans les foyers puisqu'on préparait le drapeau, les emblèmes. Oui. C'est au cours de cette nuit que la décision a été prise de manifester d'une manière grandiose le lendemain. Et toute la nuit, c'était les drapeaux qui étaient cousus, les pancartes et les banderoles confectionnées, et le drapeau, porté par les jeunes. La valeur du drapeau. Ils étaient en avant-plan de toute cette marée humaine qui descendait vers le drapeau, c'est l'expression des valeurs. En déployant le drapeau, on dit, nous ne sommes pas français. C'est le drapeau de la nation algérienne. Notre nation est la nation algérienne. Oui. Et nous avons nos valeurs. Voilà, et ils ont scandé très fort, nous soutenons le FLN, notre représentant c'est le GPRA, et voilà. Oui, donc, il ne peut y avoir de discussion clamant vive le GPRA. C'est clamé, GPRA, c'est le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. C'est dire, nous avons notre République, nous ne sommes pas français, ce n'est pas la République française. Nous avons un gouvernement en clamant « Vive le gouvernement ». Et ça dénote, ça exprime la conscience politique acquise durant la guerre, durant la grande répression. Et, vous parliez de... C'est un nom qu'il ne faut pas oublier, c'est Saliha Ouatiki. Oui, elle avait à peine 13 ans. 13 ans, c'est celle qui avait été portée, je crois, par son frère ou son cousin et qui a reçu une balle tout à l'heure. Lors du reportage, on en parlait. C'est aussi son sacrifice exprime
la volonté d'indépendance chez les femmes. Oui. C'est elle qui a exprimé. Martyr de cette journée, justement, qui a connu des exactions, une répression violente à l'égard des Algériens. Oui, donc, parce des que... centaines de personnes sont tombées. Oui, justement, pour appuyer. Mais avant d'appuyer, Monsieur Lebah, je vais juste vous demander de maintenir cette idée en tête, de la garder précieusement le temps d'un reportage. Très bien. Nous avions parlé de la Casbah, donc dans le quartier de Bellecour, effectivement, il y a eu cette manifestation massive, mais du côté de la Casbah aussi, le peuple algérien est sorti. Et nous avons justement un témoin précieux qui vivait dans cette Casbah, Monsieur Zoubir, en l'occurrence alias Boualem Bouchaï. Donc on va le découvrir et avoir son témoin. Rochaï Boualem, donc ce sera dans le papier, signé Lamia Boudbouda, tout de suite. Très bien. Rochaï Boualem, dit Sizobir, adhérera très jeune à la cause nationale. Il rejoint l'armée de libération nationale en février 1957 à la Wilaya 4, zone 2, dans la Katiba El-Hamdaniya. Mais avant déjà, et sur cette photo prise par son frère, on le voit transporter une bombe artisanale. D'abord, il me fait jurer de garder le secret. Il me confia que lors de la prise de cette photo, le paquet était une bombe qu'il a déposée sous l'estrade des musiciens au Saint-Georges pour éliminer Robert Lacoste, mais elle n'explosa pas. Sizobir se distinguera très vite par ses qualités guerrières, son courage et surtout son audace. En septembre 1960, il est missionné à la zone 6 de la Wilaya 4, ex-zone autonome d'Alger. C'est lors qu'il rencontrera son père clandestinement. Il est très courageux, on l'appelle Mtarwesh. Mon père lui reprocha d'être venu car il était recherché. Il répondra que ses chefs lui ont confié la tâche de raviver les opérations dans la capitale. Il ouvrira sa veste, il était entouré du drapeau et lui dira « Père, ne t'inquiète pas pour moi, je suis prêt à mourir ». Accompagnés de Mohamed Bousmaha, ils auront la lourde responsabilité d'intensifier la lutte urbaine. Et c'est ainsi qu'il sera l'un des principaux architectes et organisateurs des manifestations du 11 décembre 1960, et ce, depuis son refuge à Kouba, chez la famille Khemissa. Comment expliquer qu'en une nuit, il y ait eu des milliers de drapeaux? Tout a été minutieusement préparé. Leur sœur Ourida, couturière, passera la nuit à coudre des drapeaux. Une boîte aux lettres, elle recevait les informations pour le secteur de Bellecour. Le 11 décembre, elle a été l'une des plus grandes couturières d'emblème. Massivement recherché, il sera encerclé dans son refuge à Bellecour avec son compagnon d'armes, Mohamed Khalifa. Mais avant, il brûlera tous les papiers importants et se battra jusqu'au dernier souffle de sa vie. Il avait tout juste 25 ans. Un brigadier policier a voulu fouiller la dépouille de mon frère avec sa chaussure. Le chef des paras le gifla intensément qu'il recula d'un mètre. Le chef des paras rassembla ses éléments et ils leur présenteront les armes, reconnaissant ainsi leur bravoure. Pour la bravoure, ils auraient pu se rendre. Des manifestations qui ont traduit le courage et la détermination de celles et de ceux qui ont tout donné pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Et que vive l'Algérie, voilà, indépendante, libre et indépendante, comme disait donc Lamia Boudbouda dans ce reportage. Boualem Rochaï était parmi les jeunes, pour parler de la jeunesse, qui ont rejoint le maquis après la grève des étudiants du 19 mai 1956. Il était élève à l'école professionnelle et il vivait à Bellecour. D'ailleurs, il y a un boulevard qui s'appelle Boualem Rochaï. Et
pour revenir aux manifestations du 11 décembre, la portée, puisque le temps, il faut parler de la portée, la voix des jeunes a été entendue en Algérie, puisque les manifestations se sont étendues sur tout le territoire de l'Algérie, et ils avaient commencé en même temps à Oran, mais ensuite il y a eu Constantine. Tiaret, Béjaïa, Philippeville, Skikda, enfin toutes les grandes villes et les villes moyennes. Et à l'époque, ce sont des manifestations qui ont été médiatisées, contrairement aux manifestations du 8 mai 45 où il y avait la censure, où c'était fermé, il y avait le transistor à l'époque. Et ce qu'on appelait aussi le téléphone arabe, de bouche à oreille. C'est une expression de l'époque, téléphone arabe. Et en France, les Français se sont divisés. Il y avait ceux qui étaient pour l'Algérie française et qui étaient peu nombreux, mais ceux qui étaient pour la sortie de la guerre, pour la paix et la négociation avec les représentants du peuple algérien, c'est-à-dire le FLN, le GPRA, ont eu du poids. Et justement, les manifestations du 11 décembre, c'est le prélude des accords d'Évian. Tout à fait. C'était la lutte finale, des journées décisives. Même la voix des jeunes. Oui, De Gaulle qui avait annoncé justement qu'il ne abandonnerait de venir justement au mois de décembre en Algérie. Il a dit jamais je ne discuterai avec Parce que le 13 mai, il avait dit je vous ai compris. Là, je crois qu'il avait compris que la jeunesse n'était pas avec lui, qu'il ne pouvait pas construire l'Algérie algérienne, sa politique, avec qui? Avec des notables, simplement. Et le peuple est sorti encore le 5 juillet 1961 contre la partition, parce que De Gaulle voulait la partition, les Européens d'un côté, et les meilleures terres, et les Algériens de l'autre. Et il est sorti aussi le 1er novembre 1961, lors de l'anniversaire du 1er novembre. Donc, c'est pour ça que l'énergie juvénile, sous le colonialisme, dans l'Algérie coloniale, les jeunes étaient organisés dans les SMA, l'UJDA et d'autres, et le sport aussi. Et là c'est un travail souterrain. C'est ce travail souterrain qui a amené le 1er novembre. Voilà, et qui a amené justement la voix de l'Algérie jusque dans les couloirs de l'ONU. Voilà. Et il y a eu, à l'ONU, ils ont reconnu le droit à l'indépendance de l'Algérie à disposer d'elle-même. Voilà. Et c'était ça, ce qu'on disait tout à l'heure de cette journée décisive, en fait, parce qu'elle a fait basculer justement le destin de l'Algérien vers cette Algérie indépendante, vers ces discussions en faveur d'une Algérie républicaine, d'une Algérie justement avec des valeurs intrinsèques à l'Algérie, des valeurs musulmanes entre autres, voilà ce qui a été scandé aussi parmi les slogans. Exprimé par le déploiement du drapeau. Voilà. Et c'était le peuple, la jeunesse était un interlocuteur oublié. Ils avaient oublié que... Vous aviez quel âge à l'époque? 27 ans. 27 ans. Vous étiez aussi parmi cette jeunesse. Et c'est important quand même de le relever. Moi, je me souviens j'ai participé au Festival mondial de la jeunesse en 1953 et nous chantions « Oui, la jeunesse tient sa promesse d'un avenir meilleur ». Et je crois que cette jeunesse d'aujourd'hui, elle tient sa promesse de lutter contre le sous-développement, pour le développement de l'économie, pour le développement social, développement culturel. La jeunesse d'aujourd'hui a un rôle aussi à jouer. Absolument. Merci beaucoup, Mohamed Rebbeh. Vous êtes économiste et chercheur en histoire. Merci. Je rappelle que vous êtes également l'auteur des Chemins et des Hommes et aussi de Taleb Abdelrahman, guillotiné le 24 avril 1958. Et vous comptez à votre actif de nombreux essais, de nombreux écrits journalistiques et une participation effective à la lecture de toutes
ces pans de notre histoire. Merci infiniment. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et puis une bonne année aussi. Hein, parce que peut-être, qui sait, sauf si on se revoit avant. Voilà. Bonne année aussi. Une bonne et heureuse année. À tout le peuple algérien. Et nos hommages à, à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont participé justement au recouvrement de notre dignité. Qui ont donné leur vie pour une Algérie, une belle Algérie, une Algérie prospère. Voilà. Merci infiniment. Donc tout de suite, mesdames, messieurs, dans un autre registre, nous allons retrouver Monia Faït pour un autre récit, celui de justement du comédien et metteur en scène Hamid Rammas. C'est pour tout de suite. Je vous le disais tout à l'heure, nous reviendrons aujourd'hui avec Monia Faït sur le parcours du comédien, metteur en scène et scénariste Hamid Rammas. Bonjour Monia. Bonjour Adia. Ça va? Ça va et toi? Bien, alhamdoulilah. Tu vas bien? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Merci infiniment. Donc, merci pour tous ces retours sur les parcours d'icônes du cinéma et du théâtre algérien. Et du petit écran. En même temps. Alors, Hamid Rammas. Alors, qui est Hamid Rammas? D'abord, c'est pas son vrai nom, n'est-ce pas? C'est pas son vrai nom. Il s'appelle Mohamed. Alors, Mohamed Rammas. Voilà. Alors, son vrai nom est Mohamed Rammas. Il est originaire du Kmin à Oran. Son père, le Hajj, est facteur. Sa maman est mère au foyer, tout simplement. Il est l'aîné de 11 enfants. Et en 1962, il est au lycée Ardaillon, ex-Ardaillon, actuellement le lycée Ibn Badis. Et il a une grande taille. Il a un corps d'athlète. Donc, avant d'être dans le monde de la comédie et de la tragédie, il est athlète. Il est repéré par son prof de sport, d'éducation physique, Monsieur Lebier, et lui conseille tout naturellement de devenir sprinter. Il court vite et il va très vite. Donc là, il est athlète et il fait les 100 mètres, il court le 100 mètres et les 200 mètres, et il fait même les 100 mètres. Les 100 mètres oui. Alors, à ce moment-là, on lui propose également de rejoindre l'ASPTT d'Oran, le club. Et de là, il a des titres, il remporte des titres. Il est champion d'Algérie en athlétisme, il est sprinter professionnel. Et entre-temps, parallèlement, c'est un musicien. Oui. Il adore la musique. Il a fait le conservatoire. Il a fait le conservatoire bien après, mais il commencera très très jeune à jouer de l'accordéon grâce à son oncle maternel Sid Ahmed qui le pousse à jouer avec des instruments. Donc il commence avec l'accordéon, il touchera également à la guitare et il jouera également du piano. Voilà. Donc de là, son oncle Sid Ahmed le pousse à adhérer à l'association artistique et culturelle du théâtre et du cinéma, et il est musicien dans cette association. Oui, absolument. Alors, il y a un jour, c'est un musicien, et il y a une présentation d'une pièce avec cette association-là. Il y a un comédien qui manque à l'appel. Donc là, on propose à Hamid, à Mohamed Rammas, Allah yarhamou, un petit remplacement. De remplacer tout bonnement parce qu'il connaissait parfaitement les dialogues, il était là, il participait aux répétitions. Donc le défi est relevé haut la main et de là on le repère, on lui demande de devenir comédien au niveau de l'association. Donc en 68, il rejoindra ensuite le conservatoire d'Oran, bien sûr sur les conseils encore une fois de son oncle Sid Ahmed. Là, il fera une rencontre déterminante. Il rencontrera Abdelkader Aloula. Et de là, Aloula lui dit, non, ta carrière, c'est d'être comédien, donc tu vas travailler avec moi. Et il devient son assistant, et ils feront ensemble, il l'aidera à monter la pièce Les Sangsues. Et c'était en 69. Alors, la même année,
il participe à un concours, alors un concours déterminant dans sa carrière pour accéder à l'Institut d'art dramatique à Burj Al Kifain. Donc il remporte le concours et il se retrouve dans la capitale, à Alger. Alors il est aux côtés de qui? Il est aux côtés de ses compagnons de toujours. C'est une nouvelle génération qui arrive. On a Amar Mahsen, on a Sonia, Dalil Ahlilou également, on a Felleg, et on a Jamal Marir aussi, ou alors Lakhdar Mokhtari. Alors à ce moment-là, le petit groupe est très scellé et très ami, compagnon pour toujours. L'aventure commence, pour le meilleur et pour le pire. Alors en 1973, le groupe décide de quitter l'Institut d'art dramatique. Pourquoi? Parce que le diplôme, on ne reconnaît pas le diplôme de cet institut. Donc ils décident de faire quoi? Ils rejoignent le ministère de la Jeunesse et des Sports qui décide de créer une section théâtre. Donc à partir de là, ils seront officiellement salariés au niveau du ministère, sauf que pendant 6 mois, ils ne perçoivent aucun salaire. Mais parallèlement, on a Hamid Remmaz qui est à la chaîne 3, qui est une petite émission. Absolument. Et qui perçoit des cachets et il partage ces cachets avec ses compagnons de toujours pour essayer un peu de vivre et de subvenir aux besoins de ses compagnons. Alors, ils créeront, avec bien sûr cette association, avec cette section théâtrale, ils créeront une pièce collective qui porte sur la délinquance juvénile, qu'ils appelleront Essoussa. Tout bonnement, tout simplement. Puis en 1974, ils feront Et l'Afrique s'éveilla, avec laquelle ils participeront pour la première fois au festival Panafrica en Tunisie. Alors de là, Sidi Ahmed Agoumi est à la tête bien sûr du TRAC, théâtre régional de Annaba et de Constantine, et de là il commence à appeler, il fait appel à beaucoup de comédiens, donc tout le groupe se déplace et décide de partir à Annaba. Il y a d'autres bien sûr comédiens qui les rejoignent, on a Moustapha Ayed, ou alors Zahir, ou encore Rabia, ou alors encore Tayen, la yarhamou. Et de là, une nouvelle aventure s'entame, et ce qu'il faut savoir, c'est que là, ils éliront domicile, parce que chacun d'eux vient d'une certaine région. Donc là, ils sont dans les loges. Ils vivent dans les loges, ils dorment dans les loges. Et ils joueront une seule pièce ensemble, une pièce de l'Hashmi Noureddin, Atma, Ifset Atma. Alors, on commence avec le premier extrait, Les Repentis, avec Mohamed Badri. باش نسكت واش كاين؟ قلت لك اسكت ما تزيدش تذكر لنا اسمها على لسانك. اذا سمعك باباك اليوم ما نعرفوش يدير لنا، راهو راقد في البيت اللي منه. وكي يسمع واش كاين يا اخي راكي خبرتيه راه على بالك. ايه قلت له، وعلى ذاك الشيء اللي قلت لك اسكت. ومالا على حساب كلامك ما راش موافق. قال لك صاب لك مرة اللي تربح وتسعد معاها. شكون هذا المرأة اللي نربح ونسعد معاها؟ بنت عمك من الدور اللي كنا نسكنوا فيه حصره. قال لك بنت عمو من اللحم ودم. صار هكذا؟ قال لك شابة وظريفة ما عندك ما تخير عليها، غير وجهها قال لك يضويك القمر. مليحة والله غير مليحة. أنا نبنيه وهو يحط. اي واش تحب يا وليدي؟ أنا خاطيني الحاكم محكم بحكامه. أنا قال لي قولي له غير يهني نفسه. هاني قلت لك وأنت دبر راسك معاه، هو باباك وأنت وليده. اسمعي يما، تعرفي واش تقولي له؟ قولي له البنت اللي صبتها هنايا ما هي لا كي القمر لا كي الشمس. مرة قارية فاهمة خدامة على روحها وتخمم على المستقبل نتاعها. وزيد بزيادة أنا وياها رانا متفاهمين. Voilà, c'était un extrait bien sûr du film Les Repentis, c'était en 1981. Il faut savoir également que parallèlement par rapport au théâtre, il avait déjà entamé les tournages au cinéma. Il travaillera essentiellement avec Raouté Bendedouche ou alors avec Ahmed Rachdi. Donc on est en 1979. Hamid Remmaz décide de quitter Annaba et là il décide... 76, on est en 76. Non, 79. 79. C'est en 79, il décide de rejoindre le Théâtre National algérien. Voilà. Donc il est distribué dans différentes pièces, mais il mettra
en valeur ses compétences de metteur en scène. Donc là, il devient metteur en scène et il mettra en scène une adaptation de Ray Bradbury, El Bedla Al Beida. Il fera également El Bi'a de Alawa Boujadi, ou encore, il commencera aussi à écrire et il fera une série de sketchs écrites par lui-même. Et il continuera de travailler dans ce sens-là pendant des années, entre cinéma, télévision et théâtre national algérien. En 2001, Hamid El-Maz décide de tirer sa révérence. Il prend sa retraite du théâtre national algérien. En 2002, il y a l'année de l'Algérie en France, donc il est sollicité et il décide de partir en France où il présentera, il sera dirigé par Antoine Caudet. Il jouera entre autres Les fusils de la mer Carrare, bien sûr de Brecht, il fera Naval et La pluie de Rachid Boudjidra. Et là-bas, Hamid y restera durant 3 longues années. Il décidera de revenir en 2006. Alors, on regarde un deuxième extrait, Besma ou Farja, voilà, écrite par, encore une fois, Hamid El-Maz. نقدر نسقسيك؟ بيان سور تقدر واش كاين لا فامي تعرفها؟ انت ماشي تسقسي جيت دير لونكيت ما جاوبتنيش تاني ما جاوبتنيش هذه المرة الأولى اللي نشوفك أنا الناس الحومة كل نعرفهم أنت ما نعرفكش ما بخير على كل حال تعرفها؟ شكون؟ اللي ورا الطاقة الصفراء وانت تعرفها؟ ما كان ما دخلك ما انت تاني ما كان ما دخلك بابا صاحبي انا نقول لك صح والله كنت حاسب اني صعبوا لي عند الباب ما كنت نجي نشوفك كنت نخليه حتى مع العشيه ونجيك للدار. اسمح لي لافوت ديالي انا اللي ما وصيتش البواب معليش المهم راك هنا. نقول لك حاجه انا والله ما ظنيت في الماريكان باش نشوف بيل كلينتون يصعبوا لك كيما هادو خاوكم هادو. وعلى جاتك حاجه مغربه هنايا هي هذوما تقاليد البلاد. واش راكم تصنعوا هنا عندكم لي سكود ولا كاش حاجه رايحين تحرقوا بها العالم ولا؟ يا ودي اسكت ما تفتحناش امور سريه. بون صح هي وانت كيفاش دعوتك هذه تليفوني لي على 10 تاع الليل اروح لي غدوه المضرب فلاني نسحقك ويرجع واش كاين غير الخير اسيدي؟ بالعقل دوك نفهمك غير بالعقل. بصح بصح قول لي وهذا المكتب هذا انت واش راك دير فيه انت؟ اسمع رايح نفهمك غير بالعقل بصح بالك تنخلع. ايوا هادشي فيها الخلايع ثاني. اذا فيها خليعه راح تكون شويبه سيمباتيك. فاسر يا سيدي فاسر بالك تنخلع. برك انا ماشي خويا ما تبداش. او شد روحك راك تشوف البيرو هدايا. ايوا الصباح ديالي خير تعينت مسؤول كبير في جهاز مهم تاع الدولة يا معينك. مبروك عليك يا البشير خويا مبروك عليك. Voilà. Drôle de manière de se saluer. Brocalique. Brocalique le Kursi, voilà. Donc, il écrivait sur des thèmes qui le touchaient selon l'actualité du moment et bravo à lui, encore une fois, Allah yarhamou. Alors, on continue. Il continuera les tournages et il tournera beaucoup avec Amar Tribesh. Une belle filmographie, une excellente filmographie. Surtout au niveau de la télévision. Donc, on se rappelle de lui essentiellement dans les feuilletons. Et dans les feuilletons d'Amar Tribesh, il est très violent. Hein, donc, il marque la mémoire des téléspectateurs. Il a un rôle qui lui colle à la peau. D'ailleurs, on l'interpellait dehors, on disait « Ah, toi, t'es méchant, hein, toi, t'es pas gentil, non, mais pourquoi t'as fait ça ?» Mais bon, c'est vrai qu'il y a des rôles comme ça qui collent à la peau. Donc, ou alors dans le rôle du soldat aussi. Aussi. Percutant
dans le film de Rachdi également. Au cinéma, justement, mais au cinéma, on s'en rappelle pas parce que là, la télévision marque les esprits pendant le mois du Ramadan, c'est comme ça. Absolument, absolument. Et Hermès a marqué la mémoire des téléspectateurs lors de ses feuilletons. Il fera par exemple Anat Imra'a, tout le monde s'en rappelle, ou alors Chita Berida. Alors côté cœur. Il rencontre Dalila Hlilou, ce sera bien sûr lors de la période à l'Institut de Borj El Kifen. Il tombe amoureux et il décide de l'épouser en 1975. En 1977, ils ont leur fille Essia, qui est notre collègue à la Coranique, qu'on salue ce matin. Et le couple restera ensemble pendant plus de 13 ans. Ils se quittent en 1983. Puis Remès rencontrera la même année Hdila avec qui il se remariera et il aura avec elle un garçon qu'ils prénommeront Abdelkader, qu'on salue également ce matin. Alors, en 2015, Hamid Remès apprend difficilement qu'il est malade. Et malgré tout, il se bat contre la maladie et il continue à tourner. Il fera plusieurs films, Archipel de sable, Parfum d'Alger, de Rachid Benhaj ou alors Histoire sans elle. Alors je vous propose de regarder tout de suite un extrait du très beau film de Chouir Rachida. On regarde. شوف المختار شوف النمرو تاع الدار بركي في يده يا المختار ما بني الطفله المختار يا المختار خليني نبرد شنو اللي فيه يا حسن خليني يا المختار روح والله كره بدك تزوج فيها سنا بوش راسنا يا واحد المريوه يا ولد حكمك ولا قطعك ترى حسن قلبه راه محروق عليها ما كانوا بنتحكوا في الماكله دائما نجي الماكله يجي قبل تحت هيا كل يا بنتي لا استيف هيا كلي شويه كلي هذه مشي طبطيبات على الخير يما هادو هما روحوا تخباو شاهدوا والشده في ربي يا يما يا ربي واش حابين عنا يا جماعه؟ حنا ناس قلالين حدنا حد روحنا ما عندنا والو. اذا بكم الكبش اوليكم اديوه بالسماح. وما نسحقش الكبش، اعطيني بنتك. انا ما حبيتش تعطيها لي، غردي انا شومان. الحكومه راهي فاكونس وحرام لي حبات البلاد. هذا انت يا الكلب ابن الكلب يا وليد الحرام. تجي تكسر عليا الحبل خليل. شوف حق رب العالمين يا اللي تجي تكسر عليا الحرم في نص الليل وفي داري والله ولا حكمك يا نقطعك طرف يا ويجي الفرع عند الفرعيله والله ما راك بسلكك من يدي يا ولد الرجاله يا ودي روح اغسل يا ولدي روح بعدري نحبها يا ربي يا كلب من الكلب الله يحبك عقرب. Voilà, très très belle interprétation, ouais, très beau un rôle. film poignant donc signé donc Chouir, Yamina Chouir. Voilà, ne pas confondre avec sa fille, hein, Yasmine Chouir. Avec Yasmine qu'on salue aussi ce matin. Oui. Alors voilà, avec la maladie, Hamid Remès se bat, continue à se battre, il terminera ces derniers jours entouré de ses proches, de sa famille. Il aura le temps de leur dire adieu. Et il nous quittera malheureusement un vendredi 25 novembre 2016. Il sera inhumé au cimetière de Chachel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le parcours d'un grand monsieur qui est Hamid Remès. Vous parliez de combat, c'est vrai que son combat a continué jusqu'au bout. Pendant cette décennie difficile, il a signé beaucoup de films. Et puis des films aussi qui ont parlé de cette période. Parfum d'Alger, entre autres. Aussi, parmi les derniers films qu'il avait joués, il y a eu ce film. La dernière solution de Rachid Benallel. C'est une période très difficile où vraiment tous ces comédiens, tous ces metteurs en scène et tous ces réalisateurs ont tout le mérite d'exister déjà. Chapeau bas. On les salue ce matin. Merci beaucoup. On attendra la personnalité suivante dès la semaine prochaine. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup, Monia. Merci à vous. Et en parlant justement de personnalité, nous allons tout de suite découvrir un profil, celui d'une artisane doublée d'artiste peintre. Il s'agit de
Leila Boussaïd, donc dans ce portrait signé Anissa Bouzid. Ayant plus d'une corde à son arc, Leila Boussaïd est à la fois artiste peintre et artisane. Son amour pour la peinture s'est révélé dès son jeune âge. Pouring fait extérioriser ce que vous essayez de cacher, tout simplement. Mais chaque personne, quand elle voit ma toile, elle se voit en cette toile. Et vis-à-vis ce qu'elle voit dans cette toile, on peut même analyser la psychologie de la personne et l'aspect psychologique de la personne. J'ai commencé à découvrir le dessin depuis l'âge de 4 ans, je commençais à dessiner. Et à l'école, j'avais tout le temps de bonnes notes, de très bonnes notes même, en peinture, que ce soit ou en dessin. Passionnée d'art, Leila arrive à peindre sur différents supports. Je travaille sur des supports en bois. Je travaille, comme vous avez vu tout à l'heure, sur de la toile. Et en même temps, je suis en train d'utiliser ces temps-ci de la poterie. Et il y a un deuxième produit avec lequel je travaille, c'est la résine. Je réalise avec cette résine des tableaux, je fais même des supports, je réalise même des veilleuses, des lampes de chevet, comme vous voyez ici. C'est une matière qui est très façonnable et avec laquelle j'essaye de créer. Et ne pas rester dans les sous-verts ou bien dans les plateaux. Autodidacte, Leila nous livre des œuvres hautes en couleurs, toutes différentes les unes des autres, tableaux, objets d'art et même des objets utilitaires. C'est une technique qui demande beaucoup de moyens parce que vous avez, quand on fait le mélange des couleurs, il faut des bouteilles, il faut des gobelets, il faut avec quoi mélanger, il y a beaucoup des fois j'utilise des abaisse-langues pour mélanger et tout ça c'est du matériel. Les séchoirs, les souffleurs, tout ça c'est du matériel qu'on consacre pour ce genre d'art. Attirée par l'art contemporain, Leila enrichit son talent d'artiste par la recherche et s'inspire de son entourage. Et justement, d'une empreinte à l'autre, nous allons tout de suite découvrir une autre artisane qui est présente avec nous, en l'occurrence Bourouba Linda. Bienvenue. Merci. Vous êtes accompagnée aujourd'hui de Fadela Hani qui vous booste tous les jours, n'est-ce pas? Un vrai booster, une véritable locomotive. Fadela Hani qui est un membre de la Ligue des activités créatives de la jeune fille et puis également donc initiatrice. C'est bien ça? Oui, c'est ça. De Sindbad, Passion et Aventure, donc un club que vous avez vous-même créé avec une présence féminine en force. Ouais. C'est bien cela. Bon, je ne dirai pas plus, je vous laisse raconter l'histoire. Donc, si vous êtes parmi nous, mesdames, c'est parce que, voilà, vous participez, vous, Linda, donc, à cette exposition organisée par ce club qu'on vient de citer. Le club donc Sindbad, Passion et Aventure, a organisé une exposition qui se poursuivra jusqu'au 16 décembre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Quelle a été votre arrière-pensée en regroupant ces jeunes femmes autour de cet événement donc, artisanal? Beaucoup plus. Mon idée, c'était lancer quelques-unes qui font des belles choses chez elles. Pas très connues. Pas très connues. Elles n'ont jamais exposé. D'ailleurs, je les ai boostées, je les ai encouragées, comme vous l'avez dit. Et c'était une belle rencontre hier. C'était une belle rencontre, oui, c'est ça. Donc c'est le centre culturel du Sindé qui reçoit toutes ces artisanes qui ont montré leur savoir-faire. On a une panoplie justement d'expressions, voilà, qui varie des objets en bois, métalliques. Mais il y a une présence du recycle art dans cette... voilà. Oui. Vous-même, vous faites partie de ces personnes qui recyclent des matériaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Racontez-nous
un petit peu cette aventure. Alors, donc c'est une aventure qui a agréablement commencé avec Madame Henny. Hier, donc c'était ma première exposition. J'ai pas l'habitude d'exposer et tout. Donc elle m'a contactée, elle a vu mes petits bricoles. Oui. Je sais pas si. Ici, nous avons sur le plateau 2 spécimens. Donc on a un couple, il me semble. C'est deux. Non, oh non, ce sont 2 femmes. 2 femmes. C'est 2 fils de fer. Et puis c'est un bout de silhouette. Voilà, tout à fait. On commence avec un bout de fer et on le tortille un peu et on ressort quelque chose. Et puis Fadela, Madame Henny m'a encouragée pour exposer avec elle hier. En tout cas, c'est très fin parce qu'il y a des petits détails. Là, il y a un petit collier seulement qui vient contraster cette silhouette. Et là, vous avez un petit chapeau en coquillage. Un coquillage, tout à fait. Donc voilà, je vous ai dit, ça commence à partir de rien. Oui. Et donc on monte je sais pas si on peut dire une sculpture. Je reste modeste. C'est de la sculpture. Non, c'est de la sculpture. Donc voilà. C'est de la sculpture. Il y a un grand nom de la sculpture qui a commencé un petit peu comme vous, Mohamed Massen en l'occurrence. Donc c'était en torturant un petit peu sa récupération de matériaux comme ça usagés. Donc il a pris des fils de fer, des câbles, il en a fait vraiment des sculptures. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on est à l'ombre, on est là dans son petit atelier, on fait n'importe quoi et il y a quelqu'un qui vient, qui vous dit mais non mais c'est magnifique, viens exposer. Et à la veille j'ai dit écoute, j'ai du mal à venir, j'ai peur. Elle m'a encouragée même à la veille, non, il faut venir, il faut exposer, il faut que tu commences et tout. Et voilà, c'est quand on trouve quelqu'un qui nous tend à la main, c'est magnifique. Maintenant que c'est fait, le pas a été franchi, donc qu'en disent les visiteurs? Très agréablement surpris, tout autant que moi, franchement. Donc les gens, ils étaient là, ils regardaient, ils étaient un peu ébahis et tout. Et c'est quand on voit le regard des autres vis-à-vis de ce qu'on a exposé, c'est un autre encouragement, vous savez. Absolument. Franchement, c'est un autre encouragement. L'organisation, les organisateurs vous encouragent, c'est vrai et tout. Mais quand vous voyez les visiteurs, la réaction des visiteurs, là, c'est magnifique aussi. Oui. Donc voilà, j'espère que je suis lancée. J'espère que ce sera un bon départ. Et pourquoi pas, demain on va vous retrouver parmi les grands noms de la sculpture en Algérie. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je vous ai cité un nom d'une personne qui a commencé à la retraite, comme ça, à bricoler, à suivre ses inspirations du moment, et ça a donné. Aussi à l'image de toutes les autres, à toutes celles qui justement. Elles étaient je vais tout de suite d'ailleurs tendre la perche à Fadela Henny ici présente pour parler de sa sélection. Allez, on dira. Dans cette sélection, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc si on va vers cette exposition. Il y a de tout. Il y a quelqu'un, c'est une débutante aussi, Madame Nadia Selam, que je salue. C'est la maman de Manel. D'accord. C'est une débutante, elle a appris de faire de la peinture. Et ben voilà. Peinture sur bois, peinture sur bois, peinture sur verre, peinture sur toile. Voilà, elle est connue celle-là, elle est professionnelle si on peut dire ça. Elle fait de Cézine Baba Moussa qui est passé tout à fait. Pas très Nous longtemps. l'avons reçu récemment. Ça aussi, elle a commencé avec du recyclage, la coquille d'œuf. Elle fait des bijoux magnifiques à base de coquilles d'œufs. Design, du cuir aussi. C'est beau, c'est beau, plein de la récupération de cuir et de la coquille d'œuf. Et ça donne des objets très beaux à porter, très beaux à voir également. Oui. Voilà. On a aussi la poupée, elle fait habiller des poupées. Là, elle a acheté du tissu quand on faisait, on a passé un séjour à Janet. Donc elle a beaucoup aimé le tissu. Elle a fait des poupées avec. C'est de l'indigo. C'est l'indigo, voilà. C'est de l'indigo. On le trouve à Janet. C'est très très beau, ce bleu qui d'ailleurs déteint sur sur la peau. Sur la peau. Et c'est pour ça qu'on appelle l'homme bleu. Parce que ça déteint et ça donne ce reflet bleuté sur la peau. Qui vient de ce drapage, de ce turban qu'il porte élégamment, on dirait. Oui. Il y a d'autres artisanes. Même chocolat, même... Oui, on a aussi là des bougeoirs, il me semble. Oui, celle-là, c'est la présidente de la Ligue des activités créatives de la jeune fille. Elle fait de la bougie, elle fait plein de choses d'autres. J'ai ramené qu'une bougie. Oui, donc voilà, je ne sais pas si on peut voir en posant la poupée ici au centre, ou je ne sais pas. Voilà, voilà. Et on a joué un petit peu avec la caméra, c'est bon, il est visible donc ce Touareg. Et donc voilà, il y a une multitude d'expressions artistiques qui sont présentes dans ce centre culturel de Hussein Dey. Et voilà,
qu'est-ce que vous ressentez maintenant que vous les avez boostés, vous leur avez donné cette opportunité? Très contente de moi, parce que j'ai donné cette opportunité. Elles avaient peur, elles stressaient, comme le cas de notre amie Linda. Je suis très contente de moi et d'elle. Oui. Des artistes. Moi, j'appelle ça des artistes, beaucoup plus que artisans. Ce n'est pas tous les jours que vous organisez des expositions dans Sinbad. Sinbad, c'est aussi surtout l'âme aventurière qui est mise en avant. Vous Absolument, incitez les femmes à découvrir leur pays, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est un groupe de passion et aventure. Mais c'est la découverte, c'est un programme de la découverte de l'Algérie. C'est des femmes, elles sont d'un certain âge, qui veulent découvrir le pays. Et on le fait en sillonnant nos wilayas, nos sites. Vous revenez de Sétif, hein, il y a quelques jours, oui, vous étiez là-bas? On est revenu de Sétif, de Djmila. On a visité le site de Djmila. Voilà, et on a d'autres découvertes, Inch'Allah, pourquoi pas. De véritables aventurières, mais Fadela, l'aventure véritable a commencé au sein justement de la tutelle, ministère de la Jeunesse et des Sports, où vous êtes cadre dans cette institution. Moi, je le dis, c'est vrai, ma première formation, c'est une formation universitaire, mais j'étais beaucoup plus formée dans la jeunesse et les sports. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris, je me suis découverte moi-même que j'aime l'aventure, j'aime les sorties, j'aime le dépaysement. D'ailleurs, je suis installée à Timimoun, entre guillemets maintenant. Entre guillemets. Comme beaucoup d'Algériens qui ont choisi. Et c'est là que l'aventure a commencé. Et maintenant, j'ai un groupe qui dépasse 70 personnes, 70 femmes. Oui. Parce que j'accepte que les femmes, c'est pas parce que je suis sexiste. C'est pour leur donner une chance. Voilà, et le message passe très bien. Passe très bien. Voilà. Vous donnez une chance à ces femmes de différents horizons et différents âges, donc, mais aussi la Ligue des activités créatives de la jeune fille donne la chance surtout aux plus jeunes, à l'instar justement de notre amie Linda Bourouba, qui elle est à la fleur de l'âge et elle commence un petit peu à faire ses petits pas dans l'art. Et donc, quel est votre profil initial? C'est-à-dire que là, c'est une passion, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? En fait, je suis journaliste de formation. Donc voilà, après reconversion, il y a eu un certain âge, on se reconvertit et voilà, donc à la base, je suis journaliste de formation. Elles sont nombreuses ici même, à la télévision algérienne, à pratiquer justement leur passion, qui ont fait même des formations pour découvrir une expression artistique propre. J'en connais plein. Oui, on n'est pas la seule. C'est une façon un peu de déstresser, Voilà, donc, c'est vrai que le métier de journaliste n'est pas facile. Oui, n'est pas facile. Et puis voilà, quand un journaliste est un artiste, hein, c'est par le biais de sa plume ou sa présentation. Donc on n'est pas très loin du métier d'artiste. Donc voilà, on est artiste, journaliste. Et puis c'est juste une c'est juste le support qui change. Voilà, on change de support, d'expression. Donc on balance le verbe, on balance parfois l'image et on arrive à des œuvres qui plaisent au public. Tout à fait. Voilà. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Remercie, vous êtes visible jusqu'au 16 décembre prochain. Donc encore 2 ou 3 jours, mesdames, messieurs, si vous voulez un petit peu vous imprégner de toutes ces empreintes algériennes. C'est au centre culturel de Hossein Dey, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Voilà. Merci infiniment, Merci donc, mesdames. Voilà. Il faut rappeler aussi que cette semaine a été marquée par la présence féminine à travers aussi la FIF, première édition. Le FIF, plutôt première édition du Forum international de la femme. C'était le 11 et le 12 qui a connu voilà, une participation de 3000 femmes en général. De partout. Hein, de partout. Et ça a été une réussite. Voilà. Bon vent à toutes les femmes qui ont envie justement de dire quelque chose, d'exprimer une volonté ou une inspiration quelconque aussi. Voilà. Merci à ceux aussi qui sont avec nous. Dans un moment, vous allez être transportés par Sirem Kennouch dans le monde magnifique du conte et aussi des adages populaires. À tout de suite.
Sihem Kenouch, notre conteuse. Bienvenue ce matin. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis occupée avec cette Ah oui, je vois, vous vous amusez. figure. J'aime bien le tissu. Vous jouez à la poupée. J'aime bien. Ça va bien aussi avec le conte que je vais raconter d'ailleurs. D'ailleurs, je vous ramène aujourd'hui. Alors bonjour à tous. Je ne l'ai pas dit bonjour. Bonjour à vous tous qui nous regardez aujourd'hui. C'est une histoire qui va nous emporter très loin dans le passé et très loin par des kilomètres. Oui. Nous allons au fin fond de notre désert pour raconter une légende. On raconte qu'il y avait un grand marché. Il y avait un rendez-vous hebdomadaire. Il y avait un grand marché où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de va-et-vient, etc. Et il y avait un conteur qui était souvent sur ce marché et qui racontait plein de choses. Un jour, il croise un autre conteur qui vient d'une contrée éloignée. Et cet autre conteur, donc, il était aveugle et il portait un bandeau autour des yeux. Alors, ils ont mangé ensemble, ils se sont bien reposés. Après, le conteur qui était habitué à travailler dans ce souk, si on veut, a posé la question, il a osé poser la question au conteur qui était sicideux et il lui a dit « Racontez-moi votre cécité, c'est vous êtes né comme ça ou est-ce que comment vous avez perdu la vue? » Alors, lui a dit, vous êtes jeune, je vais vous raconter mon histoire. J'étais jeune moi aussi. Et un jour, j'ai entendu parler d'une femme d'une très 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 grande beauté. Et alors, j'ai décidé d'aller la voir. Mais c'était la fille d'un sultan. Et cette fille-là, elle ne devait pas être vue par quiconque. Et du coup, j'ai osé aller voir son père et lui demander justement de voir sa fille. Et je suis partie. Il m'a dit, tu es partie jusqu'au roi? Il dit, oui, je suis partie jusqu'au roi. Et je lui ai dit, votre fille, cette femme dont on parle, d'une très très grande beauté, moi, je viens la voir. Alors, le roi lui dit, d'accord, je vous montre ma fille dans toute sa splendeur, sa beauté, mais à condition que je vous crève juste après. Et le poète, le conteur, l'homme, c'est un rêveur. Exactement, il a dit oui, j'accepte. Et c'est là que la belle princesse est sortie. Le poète était subjugué par une beauté extravagante. Et là, le roi vient par derrière et lui crève les yeux. Il dit au jeune conteur, c'est comme ça que je suis devenu aveugle, mais je ne regrette pas, parce qu'en fait, j'ai vu la plus belle la splendeur femme personnifiée au monde. Et le jeune conteur a toujours gardé cette histoire et il a commencé à la raconter de génération en génération. À troisième génération, c'est tombé dans une oreille qui était peut-être plus poétesse que les deux autres ou que les précédents. Un grand poète de chez nous qui a osé écrire et s'inspirer de cette histoire pour écrire une poésie populaire qui a été chantée dans la région du sud d'Adrar, donc dans la région de Aoulef, dans la région de Insalah aussi, chantée par le Mhazriya. Vous savez, le Mhazriya ou le Mhadriya, c'est les chanteurs populaires avec leur chèche, comme ils ressemblent justement à ce petit bonhomme. Bon, ils n'étaient pas en kohli, ils n'étaient pas en indigo comme ça, mais en blanc, portaient des chèches et tout, ils avaient leur derbouka, et ils chantaient d'une façon bien de chez nous qui ressemble un petit peu au Ahlil, mais qui n'est pas vraiment du Ahlil. Ce qu'on appelle Shellali, ce qu'on appelle la forme Shellali. Ah, il y a eu donc un grand poète qui a écrit une belle poésie qui s'est inspirée de cette chanson, ou de cette histoire. Ça a donné justement, j'y viens, une très très belle chanson. Vous savez, cette chanson, on la connaît tous, mais on a du mal à croire que ce qu'elle a été chantée, écrite déjà du côté de Aoulef, du côté entre Ain Salah et Adrar, et chantée au début du 20e par des Mhazriya, donc des chanteurs du sud algérien. Nous l'avons découvert autrement. Je vous propose de la découvrir, Radia. Avec plaisir.
Très belle image. N'est-ce pas? On pense, tout le monde croit que c'est une chanson raï. Non, c'est une chanson qui a été écrite à Aoulef, qui s'est inspirée d'une histoire, d'une vieille légende, et qui a donné une chanson telle qu'on la connaît aujourd'hui. On dit que cette belle Mas'ouda, c'est la princesse dont il est question, qui a été très très vieille, et qu'elle a cherché le poète qui l'a écrit, elle l'a rencontré, et elle lui a dit c'est moi Mas'ouda. Bon, on n'était plus ce qu'elle était, mais elle a pu quand même écouter cette belle poésie. Excellent. Donc, le poète, on retient le nom? Chilali. C'est Chilali, voilà. C'est lui qui a écrit ce beau poème un petit peu légendaire. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est chanté par Dgdouga et son fils du côté de Ain Salah. Merci Siam. C'est déjà fini? Bah oui, hélas. Oh mon Dieu, ça passe vite avec vous. Moi, je suis restée suspendue à vos lèvres et j'attendais une suite, mon Dieu. Un happy end, ils vécurent longtemps. Oh ouais, il n'y a pas ils ont beaucoup d'enfants. Les plus belles histoires d'amour finissent d'une façon tragique. Triste. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elles sont belles, peut-être. Oui, c'est ce qui fait un petit peu la beauté Justement, c'est ce qui inspire, justement, cette douleur fait sortir le meilleur des poètes. Tout à fait, exactement. C'est l'amour impossible, quelque chose qui ressemble à cela. Tout ce qui est inaccessible et qui fait mal et qui donne justement lieu à des œuvres qui vous poussent à écrire, à dire des choses que normalement vous ne pouvez pas dire. Merci infiniment. Mais je vous en prie, cher ami. Avec plaisir la semaine prochaine. Oui, il y aura autre chose. Oui, certainement. C'est toujours vraiment une belle découverte avec vous. Siam, passez une excellente journée. Merci, à vous aussi. On va tout de suite avoir droit à un reportage signé Sophia Chouban qui, elle, va nous emporter toujours à l'ouest avec un pan de notre patrimoine et de notre histoire. Donc une d'Oran, quant à elles, sont une pièce archéologique unique en leur genre de cette ville ouest du pays, naturellement. La vieille cité se confond à la nouvelle par son célèbre boulevard Front de Mer, les falaises et les promenades de l'étang à proximité du port d'Oran. Une halte maintenant à Ain Tork puis Castanel, ce qui va permettre aux visiteurs de découvrir la chaîne d'hôtels et de complexes touristiques mitoyens aux plages. Des sites dorés, très accueillants, dotés de toute commodité d'hébergement. Mais si l'on revient au centre d'Oran, les joyaux architecturaux illuminent la ville, quant à eux, par la robustesse de leur bâti, à l'exemple de la mairie, dont les lions semblent bien garder les lieux. Le théâtre régional de la cité El Bahia, avec la place d'Armes, rajoute le charme à cette métropole. Une ville coquette, citadine et pleine d'entrain qui d'emblée se prépare à accueillir un événement sportif de taille en 2022 et dont les invités
sont les bienvenus. Voilà une belle visite signée Sophia Chouban au cœur d'Oran, le Behia, qui sera capitale méditerranéenne en 2022. Bien sûr, le rendez-vous a été ajourné pour cause de pandémie. Et pour en parler ce matin, nous avons le plaisir de recevoir notre consultant à Canal Algérie, Mahmoud Bouguermouh. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour Ça à va toutes et à tous. Très bien. La pression qui commence à monter un peu pour le match de demain, mais ça va. Oui. Ah, la pression a été présente, mon Dieu. On l'a bien vécu. Hein. Mais elle le sera demain. Ah là, c'était dur, hein, c'était chaud, hein, Algérie-Maroc. Si. On va réserver ça pour tout à l'heure. On continue de parler d'Oran, si vous le permettez. Bien sûr. Voilà, Oran, donc capitale méditerranéenne. Voilà, c'est l'actualité de cette semaine également. C'est l'actualité de cette semaine. Effectivement, Oran, comme vous l'avez dit, qui sera la capitale de la Méditerranée, qui va recevoir les Jeux méditerranéens donc, du 25 juin au 5 juillet 2022. C'est la grande fête du sport méditerranéen. C'est peut-être en bref quelques chiffres, c'est 26 pays du bassin méditerranéen qui seront là, plus de 4500 athlètes, 56 infrastructures sportives d'entraînement et de compétition dans la ville d'Oran. Et justement, ce 11 et 12 décembre qui viennent de passer, c'est un peu la grande répétition avec le fameux séminaire des chefs de mission. Donc c'est des représentants de... Qu'est-ce que c'est que ce séminaire? Qu'est-ce que c'est? C'est la bonne question. Alors le séminaire des chefs de mission, surtout grand événement sportif, c'est un peu la grande répétition. On reçoit les représentants de toutes les délégations participantes et des représentants des fédérations internationales impliquées. Il faut savoir qu'il y a 25 disciplines sportives qui feront partie du programme des Jeux. Donc tout ce beau monde est à Oran, était à Oran ces trois derniers jours pour venir s'assurer de l'organisation de leur séjour sur place. Il faut savoir que les Jeux méditerranéens, c'est pas l'artana ou le mariage du cousin. Hein, non, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Toute une organisation très millimétrée. Voilà, millimétrée, donc un enchevêtrement de facteurs voilà, qu'il faut vraiment gérer entre la logistique, l'hébergement, l'entraînement, la compétition elle-même, les trophées, etc. Tout à fait. Donc les représentants des délégations participantes viennent un peu en précurseur s'assurer. Il y a des formalités de douane, sachant qu'il y a du matériel de pratique sportive qui rentre, il y a des questions de visa pour les participants, leur transport, sachant qu'ils viendront, comme je le disais, de 25 pays du bassin méditerranéen, plus le Portugal qui fait partie du CIJM. Et voilà, c'était l'occasion de venir s'assurer de toute l'organisation, du bon toute la déroulement logistique. de la préparation. En fait, d'être prêt, quoi, de simuler déjà la présence de telle ou telle équipe, telle fédération, parce qu'en fait, c'est la tête de chaque... Il y a un représentant de chaque fédération, de chaque sport, international, discipline. Tout à fait. Donc eux viennent, donc c'est le deuxième versant, on va dire, de ce séminaire des chefs de mission. Eux viennent s'assurer de l'organisation de leur compétition, du calendrier. Vous imaginez caler 25 sports sur 10 jours, ça va être très intense et ça nécessite de la préparation. Et tout de suite, on va voir justement cette réunion des chefs de mission à Oran en images. Trois points étaient au programme en ce deuxième jour de visite. La première étape a guidé la délégation au nouveau complexe olympique, où les visiteurs ont pris acte des dernières avancées apportées au stade, ainsi que la salle omnisport et le centre aquatique. Je suis convaincu que Oran et l'Algérie sont capables de réussir à organiser un grand jeu de la Méditerranée. Depuis 2 jours, tout ce que nous voyons est plus que nous ne pensions. Nous sommes tout le temps satisfaits de ce que nous voyons. Toutes les infrastructures sont aux normes, sont parfaites. Je pense que tout se déroulera dans les meilleures conditions. La deuxième visite de la journée a mené la délégation au champ de tir avant de prendre le chemin du village méditerranéen qui a beaucoup plu aux chefs de délégation ainsi que toutes les infrastructures visitées pendant ces 2 jours.
Depuis notre arrivée en Algérie, nous sommes convaincus que ce sera un grand événement car l'État a tout mis en œuvre pour le réussir. Je les félicite pour cette organisation. Les salles d'Arzeux et du complexe seront un héritage pour le handball algérien. Les délégations repartent rassurées et convaincues qu'Oran est bel et bien prête. Voilà, belle et bien prête, disait à l'instant notre reporter. Et bien sûr, il y a eu 2 commissions. Il y a eu une autre visite, celle de la commission de coordination aussi, qui est venue s'enquérir de l'évolution de la préparation. Tout à fait. Donc, dans le cadre de ces 3 jours qui sont passés à Oran, donc non seulement il y a eu le séminaire des chefs de mission, mais il y a eu aussi la visite de la Comco, comme on dit, de la commission de coordination, qui est en fait l'instance du comité international des Jeux méditerranéens, chargé du suivi de l'organisation et de l'avancée des préparatifs de ce grand événement. Et le mot d'ordre, c'était que Oran est prête. Tout le monde s'est exprimé. On a eu notamment l'occasion d'écouter Bernard M. Salem, qui est président de cette commission de coordination, et qui s'est dit très satisfait non seulement des préparatifs organisationnels, mais aussi de l'avancée des travaux. Il faut savoir que les travaux se poursuivent au sein du complexe olympique d'Oran, le nouveau complexe olympique. Le stade est prêt, mais il reste la salle omnisport, la piscine, la nouvelle piscine et la piste d'athlétisme. Donc tout le monde s'est dit très satisfait. On a vu dans le VTR les chefs de mission, notamment de la délégation italienne, de Monaco et de l'Égypte, qui ont été impressionnés par les infrastructures. Voilà, justement, Oran s'est doté de nouvelles infrastructures, mais on s'est occupé aussi des anciennes un petit peu. Il y a eu rénovation, mise en valeur de ce qui existe déjà sur place. Tout à fait, tout à fait. Un grand événement comme ça, c'est l'occasion de s'équiper de nouvelles infrastructures. On l'a dit par exemple avec le nouveau parc olympique, mais aussi de rénover des infrastructures existantes. Et le point crucial sur un événement comme ça, c'est l'héritage. Absolument. Que vont nous laisser ces Jeux, à la wilaya d'Oran et à l'Algérie. Et ce qui est extraordinaire, on a eu l'occasion sur Canal Algérie de recevoir il y a quelques semaines Amina Arouba, la rameuse oranaise, donc championne d'Afrique, médaillée mondiale, et elle nous a expliqué que l'héritage était là avant même que l'événement se passe. Elle étudie au CREPS d'Oran, donc qui est l'université des sports d'Oran. Le CREPS a été rénové, ça leur permet d'étudier et de s'entraîner dans des nouvelles infrastructures, des pistes cyclables ont été installées, et voilà, demain Oran va devenir une grande cité du sport. Et ça leur permettra justement de se préparer dans les normes internationales, dans de bonnes conditions, pour donner le meilleur d'eux-mêmes et rafler le maximum de médailles. En fait, c'est ce qu'attend le public. Complètement. Donc, que le pays hôte soit quand même bien classé. Tout à fait. Parmi tous ces pays qui viennent participer à cette grande compétition. En plus de la réussite organisationnelle, c'est la réussite sportive pour nos athlètes. On espère écouter Kassamen plusieurs fois. Et Kassamen a fait le bonheur cette semaine des Algériens lors justement du lancement de ce match décisif pour les Verts, n'est-ce pas? Super transition déjà, merci. Oui. Effectivement, on a vécu une semaine très riche en émotions, il faut le dire, avec ce match remporté, ce très beau match de football. Déjà, ça a été très disputé. L'Algérie a pu se qualifier donc pour les demi-finales. Avec un but stratosphérique de notre star Youssef Belaili, et qui a offert à l'Algérie cette qualification en demi-finale. La demi-finale, c'est demain face au pays hôte, donc ça sera un match choc encore face au Qatar. Faut savoir qui a enregistré un résultat, mon Dieu, impressionnant face aux Émiratis. Tout à fait, qui a pulvérisé 5 buts face aux Émirats Arabes Unis. Le Qatar joue à domicile, l'équipe est invaincue, ces 4 premiers matchs ont été remportés, n'a pas encaissé de but jusqu'à présent. Ça va être le match choc, mais pour gagner une compétition, il faut gagner ce Vous étiez où pour regarder le match ? Alors j'étais dans mon salon avec des amis, une pizza et beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Vous n'avez pas cassé de téléviseur, ça va? Non, peut-être une table basse qui traînait, mais mon Dieu, les réseaux sociaux vraiment s'en sont donnés à cœur joie et ont exprimé la joie des Algériens. Enfin, les Algériens se sont exprimés plutôt à travers les réseaux sociaux de belle manière et c'était assez rigolo. Très créatif. Très créatif. Très marrant. Et pour la petite anecdote, le père de Youssef Belaili
Belleili s'est exprimé sur Instagram il y a 2 jours et il a expliqué que Youssef Belleili était au courant que le gardien de l'équipe adverse jouait très haut sur le terrain. Et il a dit à son père, je vais tenter une frappe de loin. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a réussi avec brio. Et il avait déjà envie, en tête justement, je pense qu'on a des images de ce but un peu spécial et qui a marqué ces Jeux arabes 2021. Oui, cette coupe arabe, tout à fait. On va voir si la régie est prête pour nous montrer ces belles images. Ah, bah non. Mais non, il n'y a pas les images. Tous les Algériens ce but et ne l'oublieront pas. J'imagine que chaque personne qui a consulté un petit peu son téléphone ou son smartphone ce jour-là a vu et revu de différentes manières, avec différentes expressions, ce but incroyable. Avec des montages plus drôles les uns que les autres. Oui, absolument. Donc, pour parler justement de cette victoire, cette qualification algérienne, elle s'est faite un peu difficilement quand même, au forceps. Oui, au forceps, c'était un match très difficile face à l'équipe qui championne d'Afrique en titre du CHAN, du championnat des joueurs locaux. Ça a été très disputé, on a marqué, ils ont égalisé, on a repris l'avantage, ils ont égalisé à nouveau et ça s'est joué au tir au but sur un exploit, un très bel arrêt de Raïs Mboulhi qui a arrêté le 4e tir au but. Absolument. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'équipe adverse était plus... on a l'impression que la pression était plus sur les épaules de l'équipe adverse. Oui. Quand on regarde les statistiques, l'équipe adverse a fait beaucoup de fautes, a eu 4 cartons jaunes alors qu'on n'en a pas eu. L'enjeu était important. Absolument. Leur fédération a promis des primes très importantes et voilà, mais nous on a eu ce supplément d'âme, cette grinta qui nous caractérise. Absolument. Et voilà, l'équipe s'est imposée et on a vu une explosion de joie. Il y a eu d'ailleurs des commentaires très percutants par rapport à cette hargne exprimée par le chant patriotique au départ, donc l'hymne national scandé par les 12, enfin ils sont combien? Ils sont 23, voilà. Plus le staff. Après le 11, donc il y a aussi ceux qui sont justement sur le banc. En attente sur le banc. On a vu la réaction de Nedjahi sur le banc. Il était perplexe après le but de Belleili. Ah oui, Bounjah, il y a une magnifique image. D'ailleurs, Belleili, après son magnifique but, a enlevé son protège-tibia et en fait, il avait une photo de Bounjah qui signalons-le, n'a pas disputé le match. Car dans le cadre du protocole sur les chocs à la tête, la FIFA ne permet pas aux joueurs de jouer pendant 6 jours. De reprendre rapidement, oui. C'est de la prévention, c'est le protocole sanitaire de la FIFA. Donc Belleili, automatiquement, sa première pensée va à son camarade et à son ami Oran, et on en revient à Oran une fois de plus. Absolument. Et justement, cette association d'images s'est faite aussi naturellement pendant le cours de la compétition ou du match, parce qu'on a vu tout de suite la réaction qui a marqué les esprits, celle de donc face à ce but vraiment remarquable de Belleili. Tout à fait, on a vu des réactions sur les réseaux sociaux permettent d'avoir accès à des images qu'on verrait pas. Oui, qu'on a ratées par-ci par-là. On a vu la réaction d'anciens internationaux, notamment je pense à Rafiq Halish, qui dansait carrément dans une assise. Oui, qui était où tout le monde était sérieux. Oui. Mais à un moment, les émotions, on n'arrive plus à les gérer. Absolument, ce fut le cas des millions d'Algériens qui ont suivi ici et ailleurs ce match incroyable Algérie-Maroc. Donc, dans l'attente du suivant, de la suite, ce sera cette semaine. Donc, c'est à quelle heure Rendez-vous demain à 20h. À quelle heure? À 20h. Bon, voilà, il faut préparer aussi votre comprimé de calcibronate. C'est ça. et de quoi vous calmer, des petites tisanes, pourquoi pas, on ne sait jamais. Ne pas trop stresser. Ne pas trop stresser et suivre le match, cool, avec des amis de préférence ou en famille, voilà. Ou seul pour ceux qui préfèrent. Seul pour ceux qui préfèrent. Merci infiniment, donc Mahmoud Bouguermouh pour cet éclairage. On vous souhaite une bonne et excellente fin de semaine. À vous aussi. Voilà. Et puis bon vent pour les Verts. Merci à ceux qui sont avec nous. On se retrouvera dès demain. Merci pour votre attention et votre fidélité. Passez une excellente fin de journée.